Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. L'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ce matin, nous avons un invité. Il s'agit de Laurent Sagalovic, pour son livre « Le dernier été » de Gustave Mahler, paru aux éditions du Cherche Midi. Laurent Sagalovic, bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent, écoutez, je suis très contente de vous recevoir parce que vous faites partie des auteurs que je suis, du verbe suivre. Hein. Et parce que je ne suis pas... Oui. Du verbe suivre, vous l'avez compris, Maya. Vous êtes... Alors oui, parce que vous êtes l'auteur de livres que moi j'adore. Donc, alors je les rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas. Il y en a un qui s'appelait Loin de quoi. L'autre qui s'appelle Un juif en cavale, je crois que vous le connaissez, Lise. Et puis, Loin de quoi aussi, j'avais lu. Voilà, et Vera Kaplan, qui vous étiez venue à l'époque sur Judaïque FM pour parler de Vera Kaplan, qui est une histoire absolument incroyable, que j'avais adorée. Bref, et maintenant, vous revenez avec Le dernier été de Gustave Mahler. Alors, Lise, on va être complètement dans une Vienne qu'on adore. On va être dans la Vienne des années 1910, au début du siècle dernier. Avec évidemment Gustave Mahler qui est marié à ce moment-là avec Alma. Laurent, avant d'aller plus loin, Mahler est déjà connu à ce moment-là, en 1910 à peu près. En fait, Mahler, de son vivant, en tant que compositeur, n'était pas connu, n'était pas reconnu. Il se produisait de temps à autre dans des villes ou dans des salles d'orchestre, mais il n'était absolument pas connu comme il l'est aujourd'hui. Par contre, il était extrêmement célèbre par sa direction d'orchestre. Il faut bien se rendre compte que Gustave Mahler est devenu, en 1890, je pense, un peu plus tard, directeur de l'Opéra de Vienne. Eh oui. Ce qui, à l'époque, était plus que considérable. C'était probablement l'un des personnages les plus connus de l'Empire austro-hongrois, quoi. Et pour dire le génie de Mahler, c'est-à-dire que pour que l'empereur choisisse un juif qui dirige l'Opéra de Vienne, même s'il avait dû se convertir quelques semaines plus tôt, ça dit à quel point il fascinait par la façon qu'il avait de conduire les orchestres. Alors, justement, avant d'aller plus loin dans le personnage de Mahler et de sa femme Alma, qui est une drôle de femme, hein, vraiment, elle est passionnante. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu sa biographie, Lise. Elle dit beaucoup de choses. D'ailleurs, elle dit beaucoup de choses sur lui. D'abord, elle est complètement antisémite, ce qui est génial. Cette femme... épouse un juif. J'adore Maya. Complètement. Ah non, mais c'est incroyable. On est dans la Vienne, de Egon Schiele, de Freud, de Klimt. Et on se rend pas compte aujourd'hui que c'était complètement antisémite, en fait. C'était banal. Vous me direz aujourd'hui, c'est tout aussi banal. C'est un autre antisémitisme. Mais c'est vrai, hein, Laurent. C'est-à-dire elle est complètement antisémite. Ça veut dire qu'elle dit de lui, par exemple, ah non, mais alors, c'est vraiment un juif. Il a toutes les tares des juifs. Mais on lui fait remarquer que quand même, chez les juifs, il y a Klimt, Freud. Ah ouais, non, mais c'est vrai, elle dit. Ils sont géniaux, hein. Et puis, totalement antisémite quand même. Elle a tous les clichés de l'antisémitisme. Ceci dit, on les a encore aujourd'hui. Donc, pour résumer l'histoire très rapidement, l'histoire que vous nous racontez, qui est Le dernier été de Gustave Mahler. Alma et Gustave sont mariés. Ils ont 2 petites filles. Ils ont perdu une première petite fille dans des conditions très tristes. Mais le couple est resté ensemble. Ils ont l'habitude d'aller, donc vous l'avez dit, il est connu comme Herr Director, c'est-à-dire comme jamais, mais moins comme ce qui va être après compositeur. Alma est l'épouse parfaite, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de sa petite fille, elle est tout à fait en accord avec ce mari qui est un peu dingue, qui est un peu, vous allez nous en parler plus longuement, qui est même beaucoup dingue, qui l'empêche de composer. Elle est musicienne, hein. Il l'empêche de composer, elle ne fait que d'être sa femme et la mère de la petite, mais l'histoire, c'est que
Elle fait des cures, je ne sais où, un peu loin dans la montagne où ils sont en villégiature. Et là, elle tombe raide amoureuse de Walter Gropius. Alors, pour ceux qui auraient une amnésie brusque, Walter Gropius, c'est quand même le créateur du Bauhaus. Alors, pour ceux qui vont à Tel Aviv, c'est pas possible de ne pas connaître le Bauhaus. Le Bauhaus. Oui. Alors, Laurent, il y en a aussi dans toute l'Allemagne, il faut dire. Mais en ce moment, Tel Aviv, oui. Tel Aviv. Alors, donc, elle tombe raide amoureuse de Walter Gropius. Lui, il tombe raide amoureux d'elle. Elle est un peu mariée, la dame, quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, en fait, donc ils sont tous les deux en cure de villégiature. Donc, ils tombent amoureux l'un l'autre. Donc, il y a une passion physique très intense. Ah, c'est chaud, votre livre. Et puis, à un moment, quand même, Alma décide de retourner auprès de Gustave. Parce qu'elle est quand même très attachée à Gustave Mahler. Elle sait qu'il est très fragile et que l'idée d'un divorce lui serait insupportable. Et donc, il décide de mettre un stratagème pour que cette passion se continue, même s'ils sont loin l'un de l'autre. C'est-à-dire que Walter Gropius écrit des lettres en poste restante à Alma, et Alma lui répond. Donc, tous les matins, elle va à la poste chercher des lettres qui arrivent, des lettres qui sont assez osées, comme ça. Et mystère. Mais non, on est chez Freud. Mystère de la vie, alors lapsus, tactique, on ne sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui. Un jour, Walter Gropius donc écrit une lettre à Alma, comme d'habitude, sauf que au moment d'écrire l'adresse en poste restante, il adresse cette lettre à Gustave Mahler chez lui. Si bien qu'un jour, Gustave Mahler et Alma rentrent de promenade, une lettre attend Gustave, il ouvre l'enveloppe, et là, son monde s'effondre. Mais c'est une histoire vraie. Ce qui est fou, c'est que c'est une histoire vraie. C'est-à-dire, moi, je l'aurais mis dans un roman, on m'aurait dit, c'est un peu tiré par les cheveux, ton histoire. Tandis que là, oui, il y a eu cette chose qu'on ne sait pas. Et c'est parce qu'elle est vraie que vous avez eu envie d'écrire. Mais c'est fou. Oui, oui, tout à coup, quand je suis tombé sur cette anecdote, ce fait historique, je me suis dit, il y a là un potentiel romanesque complètement fou, quoi. Que moi-même, j'aurais eu du mal à imaginer. Et à partir de là, oui, j'ai bien vu tout ce que ça pouvait avoir comme conséquence et jouer sur la psychologie des personnages. Parce que, pour Mahler, de découvrir, il ouvre la lettre, qui est une lettre très très franche, où il demande à Alma de divorcer, ou Walter demande à Alma qu'elle divorce. Et très sensuel. Très sensuel. Il lui dit des trucs. C'est horrible. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous receviez un SMS. À la rigueur, aujourd'hui, c'est peut-être plus crédible, plus possible de recevoir par mégarde un message WhatsApp qui vous est pas destiné, où vous découvrez que votre femme a une liaison. Là, c'était un peu un acte manqué. Mais oui, quand c'est pour même. ça que j'ai dit Freud. On est vraiment à l'époque de Freud. On découvre l'inconscient quand même. Oui, complètement. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est formidable, Laurent, c'est que le livre s'ouvre comme ça. C'est pour ça qu'on ne dévoile aucun mystère. Vous pouvez tout à fait rentrer dans ce livre malgré ce qu'on vient de vous raconter, parce que le livre s'ouvre comme ça. Alors, il pâlit, et la seconde d'après, il était à genoux, comme crucifié. Voilà, quand il a la lettre dans les mains, il est comme crucifié. Alors, il est bizarre, Mahler, quand même. J'ai découvert un Mahler un peu chétif, il pleure tout le temps, enfin bon. Mais ce qui est formidable quand même, franchement, Laurent, moi je voulais vous dire que ce livre, je sais pas, vous avez fait des études de psychologie ou quoi? Parce qu'il y a une psychologie de l'homme et de la femme, de ce trio-là, Walter Gropius, Alma Mahler, etc., qui est remarquable, mais vraiment remarquable. Pourquoi? Parce qu'ils se parlent à eux-mêmes, bien sûr, et il y a une espèce de monologue intérieur, et ils disent l'inverse de ce qu'ils pensent, parce qu'évidemment, tout est dans toutes les histoires d'amour, c'est comme ça. On a juste envie de le quitter, mais non, on ne peut pas le quitter. Tac, tac, tac. Et c'est formidablement bien fait. Voilà, ça c'était pour les compliments, on passe. Mais c'est important, les compliments. Donc, en fait, elle va rester avec lui. On peut dire ce qui se passe ou pas? Si, parce que c'est sur la 4e de couverture. Oui, non mais, quand vous dites qu'il est fou, non mais, ce qui m'a fasciné, c'est que, en fait, la découverte de cette lettre va
plongé Mahler dans ce qu'on peut appeler, c'est même pas une dépression, c'est un effondrement psychique total de sa personnalité. Un effondrement de sa personnalité qui va se traduire par, donc oui, effectivement, des crises de larmes, des envies de suicide, il se met à la suivre, à lui écrire des petites lettres. Enfin, il a un comportement d'enfant par rapport à sa mère, par rapport à sa femme. J'adore quand les lapsus continuent. On est en plein dedans, là. Et évidemment, ça renvoie chez lui, parce que Mahler est quand même une personne éminemment tragique, a eu une vie tragique depuis le début. Enfin, c'est une famille nombreuse où les enfants disparaissent les uns après les autres dans une sorte de folie funéraire. Et son frère s'est suicidé. Son frère se suicide. C'est incroyable. Sa sœur est victime d'une tumeur au cerveau. Ses parents meurent assez jeunes. Sa petite fille vient de mourir 2 ans avant. Donc, il est dans un état d'extrême fébrilité. Il a lui-même des problèmes cardiaques. Il sait qu'il ne va pas vivre longtemps. Il a 50 ans. Il dit « je suis très vieux ». Il se sent très vieux, très marqué par les épreuves de la vie. Et là, c'est vraiment le coup de grâce, quoi. Et il a une peur tellurique que Alma finisse effectivement par l'abandonner, comme une mère abandonnerait son enfant au bord de la route. Et il ne parvient pas à surseoir à cette douleur. Il y a la douleur de l'adultère, mais plus que ça, il y a la douleur à l'idée d'être délaissé par sa femme, sans savoir ce qu'il pourrait devenir sans elle. Et donc, c'est ça qui m'a fasciné, c'est comment un type aussi génial n'en demeure pas moins un être humain avec toutes ses failles et toutes ses fragilités qui font de lui un être à part. Et pourtant, dans les lettres d'Alma, dans sa dans sa biographie, dans les lettres qu'on connaît d'elle, elle raconte la rencontre avec lui, avec Mahler. Elle est dingue de lui. Elle est folle amoureuse de lui. Et je crois qu'on a l'impression qu'en fait, elle trouve son père aussi. Enfin, il y a une histoire comme ça de protection de l'un, de l'autre. Il y a un truc, enfin, on va pas faire de la psychanalyse de Prisu, mais franchement, il y a un truc autour. Et c'est tellement bien fait dans votre livre. Mais vraiment, Lise, c'est pas du tout lourd, c'est très léger. On sent dans les dialogues, dans les monologues intérieurs, c'est pas lourd, c'est pas ah ouais, d'accord, elle est amoureuse, mais pas du tout. C'est vraiment très fin. Ça, j'ai adoré dans votre livre, comme d'habitude. Oui. Mais Laurent Sagalovic ne vous a pas répondu, Maya. Est-ce que vous avez un rapport particulier à la psychologie ? Non, il n'a pas répondu. C'est pour ça que je me permets de relancer la question. Voilà. Non, mais je pense que tout écrivain est forcément doit, je sais pas si avoir des capacités, mais au moins des intuitions par rapport à la psychologie. C'est quand même notre métier, c'est de travailler sur l'âme des personnages, donc forcément de développer des aptitudes et de comprendre d'une manière intuitive ce qui peut bien se passer dans les tréfonds de la conscience. Mais j'ai aucune capacité, je suis pas psychologue de formation, j'ai aucune. Mais on peut avoir de la psychologie, comme on dit, sans l'être, sans être psychologue. Vous êtes vraiment Alma Mahler, hein, ça va, c'est bon. Je vous donne le quitus de pouvoir penser comme une femme. Elle l'explique. Ah oui, c'est fort, Maya, ça, de dire ça. Mais oui, parce que, écoutez, Lise, regardez quand elle est face à lui et elle veut s'expliquer et elle lui dit « Excuse-moi d'avoir pensé que tu étais mort », parce qu'il fait un évanouissement tout le temps. Excuse-moi d'avoir pensé que tu étais mort tout à l'heure, c'était bête et stupide de ma part, je ne suis pas digne de ton amour, de tout ce que tu as fait pour moi, de cette vie que tu m'as offerte, j'ai eu beaucoup de chance pour que tu me choisisses, etc. C'est-à-dire qu'elle dit tout ça, mais elle est dingue de l'autre, hein, et elle dit tout ça, il y a un truc comme ça et c'est pas de la culpabilité, ça va au-delà, c'est-à-dire qu'elle adore, elle aime ce mec, hein, et en même temps, bon. Alors, Mahler, à ce moment-là, il écrit, je crois, sa dernière symphonie. C'est la 8e, c'est ça ? La 10e. La 10e. Oui, la 10e, oui. D'accord, ok. Bon, donc pardon, j'ai eu un blanc. Donc il écrit la 10e symphonie, donc il s'enferme quand ils sont dans leurs vacances, il s'enferme dans sa petite cabane. Marc, elle a une vie quand même très, très casse-pied, elle, hein, parce qu'il s'enferme toute la journée dans sa cabane. Alors, pour écrire ses symphonies. Elle vit avec un génie quand même. Oui. Donc elle s'ennuie, elle a 30 ans. Hein. Oui, elle est avec un génie, elle est amoureuse d'un autre génie quand même. Absolument. Elle aime les génies. Elle aime les génies, hein, j'ai l'impression. Oui. Et donc, en fait, ce qui va se passer, on peut le dire, parce que c'est pas ça le truc du roman, c'est l'écriture, c'est tout ce qui se passe, c'est passionnant.
en fait, elle va attendre qu'il meure pour. Elle va pas. En fait, elle le quitte pas. Elle le quitte pas. Et, donc elle attend sa mort en fait. Et Walter Gropius va l'attendre. Aussi. Ça, c'est quand même incroyable, parce que c'est 4-5 ans après qu'elle va épouser, ou je me trompe. Un peu moins, enfin bon. Non, mais officiellement. Oui. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il va l'attendre. Lui, il a tout pour séduire toutes les femmes. Il est jeune. Il va quand même attendre cette femme. Elle rend les mecs dingues quand même. Mais oui, ça c'est le mystère d'Alma Mahler. C'est la chose qu'on ne comprend pas ou qu'on a du mal à cerner. Parce qu'en même temps, elle est fascinante, elle est foncièrement antipathique, elle est séduisante, elle est pleine de contradictions et elle a eu énormément d'amour avec beaucoup d'artistes éminents et c'est difficile de comprendre exactement ce qu'elle avait, mais elle avait forcément quelque chose. Donc, d'abord, elle était belle. Oui, elle était belle, probablement. Elle était belle. Probablement. Et puis quand on lit les lettres, oui, probablement. Elle a un truc avec le sexe. Oui, probablement, elle était peut-être plus avancée pour son temps. Mais effectivement, il se joue là un drame intime entre les trois, où chacun est pris dans ses contradictions. Et Alma, oui, est à la fois complètement folle amoureuse de Walter, mais en même temps, elle a un attachement à Gustave. Elle sait pertinemment que c'est un génie. Que c'est un génie. Après, si on est vraiment machiavélique, on peut penser aussi que l'écriture de la lettre est un coup monté pour précipiter la mort de Gustave. Moi, c'est ce que j'ai tout de suite pensé. Ah oui, vous êtes très machiavélique. Totalement. Mais alors moi, non, je pense que tout le monde a un inconscient et que soit Walter Gropius a un inconscient complètement fou et qu'il adresse sa lettre à Mahler parce que son inconscient a parlé. Moi, je dis que quand même, il fallait écrire le nom de Gustave Mahler. Oui. Bon, il a quand même vu l'enveloppe. Moi, je pense que c'est pas un email instantané. Ouais, moi, je pense que il faut la porter, il faut voir l'enveloppe. Oui. Moi, je pense que il a dit j'aurai cette femme à n'importe quel prix et il l'a pas eu tout de suite, mais il a fait quelque chose d'énorme quand même. Ce qui est incroyable, c'est que nous sommes dans une époque, donc je dis cette Vienne mythique pour nous quand même, d'Egon Schiele, de Klimt, de tout ça se croise. Et Alma va demander à Gustave d'aller voir Freud, d'aller un peu voir ce qu'il y a quand même dans sa tête, qui est bizarre. Incroyable cette rencontre. Qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre ? Il y va. Oui, il y va. Alors, moi j'ai un peu de mal avec cette rencontre. Pourquoi ? Parce que, en fait, donc, Gustave part du sud de l'Italie, enfin du sud de l'Autriche, pour aller voir Freud, qui est en villégiature dans une petite ville hollandaise. Bon. La rencontre va durer 4 heures. Et, si vous voulez, la rencontre, elle est présentée, elle a été récupérée par toute la doxa freudienne comme la preuve éclatante que la thérapie psychanalytique marchait, parce que pendant 4 heures, Freud aurait expliqué à Mahler que oui, il faisait une fixation sur Alma parce qu'elle serait sa mère incarnée et que Alma, elle ferait une fixation sur lui parce que ça serait l'image du père. Enfin, Mahler était tout simplement un imbécile, quoi. Il n'avait pas besoin de rencontrer Freud pour dire ça. Donc moi, peut-être que si, quand même. Bah oui, moi je suis d'accord. Non, mais moi j'aime à penser que peut-être ils ont parlé du championnat de France, du championnat de football ou de n'importe quoi, et qu'en fait, il s'est peut-être pas passé grand-chose. Parce que j'ai du mal à voir un type aussi fin, aussi littéraire que Mahler, subitement découvrir « Ah oui, je comprends maintenant. » Évidemment. Non, ben moi, évidemment, les trucs énormes, on les voit pas quand on est des zinzins comme lui, de toute façon. On voit pas forcément. Le temps est trop court, je veux dire. 4 heures. 4 heures, c'est rien. Ça fait 4 séances. Oui, enfin, mais bon, c'est ça. C'est quand même un personnage très très complexe. Je vois pas très bien comment en 4 heures. Mais peut-être que Freud l'avait cerné. Moi je suis d'accord. Non. Enfin, on saura pas. Non, on saura jamais. Enfin, il y a des traces que Freud expliquera après comment il a pu parvenir à le guérir plus ou moins. Mais parce que en fait, la seule trace qu'on a, c'est après l'entrevue, Mahler envoie un télégramme à Alma, il lui dit oui, rencontre plus ou moins intéressante et je rentre à la maison, quoi.
Il dit pas non plus rencontre exceptionnelle, j'ai compris ce qui m'arrivait, tout ça. Parce qu'il n'a pas encore digéré, parce que c'est comme ça. Enfin, je sais pas. Enfin, en tous les cas, on ne saura jamais. Mais cette rencontre, moi, elle me fascine complètement. Il y a eu des livres. Bah, évidemment. Mais c'est votre musique préférée de Mahler? Allez, conseillez à nos auditeurs. Alors, moi, je vais vous dire laquelle. C'est les Kindertotenlieder. Ah, oui. Parce que, en fait, quand il écrit les Kindertotenlieder, comment s'appelle celui qui écrit les... Bon, j'ai un blanc. Les chants des enfants morts. Oui, mais je me souviens plus le Friedrich Rückert. Alors, bon, c'est pas grave. Celui qui écrit les paroles. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que lui perd sa fille aussi. Donc, il écrit les leaders sur les enfants morts, oui. et il écrit, et c'est d'une puissance. Enfin voilà, vous voulez pas dire ce que vous préférez. Moi, je vous dis, écoutez les Kindertotenlieder, c'est quand même exceptionnel. Magnifique. Et puis la 10e symphonie. Surtout, et la 10e symphonie. Lisez le livre de Laurent Sagalowitsch, Le dernier été de Gustave Mahler, paru aux éditions du Cherche Midi. Laurent Sagalowitsch, Maya Naoum, merci. Merci beaucoup. Et on termine cette jolie émission avec Catherine Ringer, Wow. Mahler. Oh, magnifique. Au revoir, Magnifique. merci. Au revoir. C'est ton visage et puis tes mains et puis ton temps.